Le 15 septembre 1993, Geneviève Barbier, une vétérinaire de 31 ans respectée dans la ville de Reims, a fait quelque chose d'impensable. Elle a conduit ses deux enfants, Thibaut, 8 ans, et Margot, 6 ans, chez leur grand-mère, leur a dit qu'elle reviendrait bientôt et a disparu pour toujours. Pendant 17 longues années, cette famille déchirée a vécu avec des questions sans réponse. Qu'est-ce qui pourrait pousser une mère aimante à abandonner ses enfants du jour au lendemain? Où était-elle allée? Était-elle encore vivante? En 2010, une simple photo trouvée dans de vieux dossiers de police allait bouleverser tout ce que cette famille croyait savoir. Cette image, prise dans l'aéroport Charles de Gaulle quelques jours après sa disparition, montrait Geneviève avec de faux papiers tentant de fuir la France. Mais ce qui rendait cette découverte encore plus troublante, c'était l'expression de terreur pure sur son visage. Cette femme ne fuyait pas par choix, elle courait pour sauver sa vie. Et la vérité derrière sa disparition allait révéler un secret si dangereux qu'il avait coûté à une mère tout ce qu'elle avait de plus cher au monde. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez des cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Reims, cette ville historique de la région Champagne-Ardenne, était en 1993 une communauté où tout le monde se connaissait, particulièrement dans le milieu vétérinaire. Avec ses 180 000 habitants, la ville avait conservé ce charme provincial où les secrets étaient difficiles à garder et où la réputation se construisait sur des années de confiance mutuelle. Geneviève Barbier était née et avait grandi dans cette atmosphère. Diplômée de l'École nationale vétérinaire d'Alfort en 1985, elle était revenue s'installer à Reims pour reprendre en partie la clientèle du docteur Fernand Leclerc, un vétérinaire respecté qui prenait sa retraite. Sa clinique, située rue de Vesle, près du centre-ville, était devenue rapidement un point de référence pour les propriétaires d'animaux de la région. Ce qui distinguait Geneviève de ses collègues, c'était sa passion particulière pour les animaux de laboratoire. Parallèlement à sa pratique traditionnelle avec les animaux domestiques, elle avait développé une expertise dans le suivi médical des animaux utilisés pour la recherche scientifique. Cette spécialisation l'amenait régulièrement dans les laboratoires pharmaceutiques de la région parisienne, où elle supervisait les protocoles de soins et s'assurait du respect des normes de bien-être animal. Sa vie personnelle semblait tout aussi stable. Mariée en 1984 à Henri Barbier, un professeur de mathématiques au lycée Jean-Baptiste de La Salle, le couple avait fondé une famille apparemment heureuse. Thibaut était né en 1985, suivi de Margot en 1987. Henri était décrit par tous comme un homme calme et dévoué, qui s'occupait des enfants les soirs, où Geneviève devait se rendre dans les laboratoires pour des urgences. Leur maison, une petite propriété des années 60 située avenue Jean Jaurès, respirait la tranquillité bourgeoise. Un jardin soigneusement entretenu où Margot aimait jouer avec leur chien, Rex, un berger allemand que Geneviève avait sauvé d'un refuge quelques années plus tôt. Thibaut, passionné de science comme son père, passait des heures dans le petit bureau que Geneviève s'était aménagé à la maison, l'observant étudier des dossiers médicaux ou préparer ses interventions du lendemain. Les voisins se souvenaient d'une famille normale, peut-être même exemplaire. Geneviève était toujours ponctuelle pour récupérer les enfants à l'école Saint-Joseph, située à quelques minutes de leur domicile. Elle participait aux réunions de parents d'élèves, organisait des goûters d'anniversaire, emmenait les enfants au parc de la Patte d'Oie le dimanche après-midi. Henri, de son côté, aidait Thibaut avec ses devoirs de mathématiques et accompagnait souvent la famille au match du Stade de Reims au stade Auguste Delaune. Mais derrière cette façade de normalité, quelque chose avait commencé à changer au cours de l'été 1993. Les collègues de Geneviève avaient remarqué qu'elle semblait plus tendue, plus préoccupée.
Le docteur Michel Hébert, qui partageait parfois des gardes d'urgence avec elle, avait noté qu'elle posait beaucoup de questions sur les procédures de sécurité dans les laboratoires, sur les protocoles d'anonymat des données, sur les moyens de signaler des irrégularités sans compromettre sa position professionnelle. À la maison, Henri avait observé que sa femme restait souvent éveillée tard dans la nuit, relisant des dossiers avec une intensité inhabituelle. Quand il lui demandait ce qui la préoccupait, elle répondait vaguement qu'elle préparait un rapport important, qu'elle voulait s'assurer de ne rien omettre. Il avait respecté son besoin de concentration, pensant qu'il s'agissait simplement du stress professionnel d'une vétérinaire consciencieuse. Le matin du 15 septembre 1993 était un mercredi ordinaire, du moins en apparence. Henri était parti tôt pour ses cours au lycée, comme tous les jours. Thibaut et Margot avaient pris leur petit déjeuner habituel. Tartines de confiture de fraises pour Margot, chocolat chaud pour Thibaut. Geneviève les avait accompagnés à l'école Saint-Joseph à 8h15 précise, comme elle le faisait depuis des années. Madame Dubois, l'institutrice de Margot, se souviendrait plus tard que Geneviève avait semblé parfaitement normale ce matin-là. Elle avait même pris le temps de demander des nouvelles du hamster de la classe qui avait été malade la semaine précédente. Elle avait promis de passer voir l'animal dans l'après-midi si nécessaire. Rien dans son comportement ne laissait présager ce qui allait suivre. Après avoir déposé les enfants, Geneviève était retournée chez elle. C'est là que la chronologie devient plus floue, car personne ne l'avait vue entre 9h du matin et 11h30. À 11h30 précisément, elle était arrivée à sa clinique, où sa secrétaire, Madame Laurent, l'attendait avec le planning de la journée. Geneviève avait consulté ses rendez-vous, puis avait déclaré qu'elle devait se rendre à un laboratoire en urgence dans la région parisienne. Cette excuse n'avait rien d'inhabituel. Les déplacements de Geneviève dans les laboratoires étaient fréquents et souvent imprévisibles, en fonction des besoins des recherches en cours. Madame Laurent avait donc reprogrammé les rendez-vous de l'après-midi sans poser de questions. Geneviève avait pris sa voiture, une Peugeot 305 bleue, et était partie vers midi. À 16h30, quand l'école de Thibaut et Margot avait fermé ses portes, Geneviève n'était pas venue récupérer ses enfants. Au début, personne ne s'était inquiété. Il arrivait parfois qu'Henri vienne les chercher quand Geneviève était retenue par un cas urgent. Mais Henri, contacté au lycée, avait répondu qu'il pensait que sa femme viendrait comme d'habitude. À 17h, l'inquiétude avait commencé à grandir. L'école avait tenté de joindre Geneviève sur son téléphone portable, mais celui-ci était éteint. Henri était venu récupérer les enfants en s'excusant profusément, expliquant que sa femme avait dû avoir un problème de voiture ou être retenue plus longtemps que prévu au laboratoire. Le soir était tombé sans aucune nouvelle de Geneviève. Henri avait appelé tous les laboratoires avec lesquels elle travaillait habituellement. Aucun n'avait reçu sa visite ce jour-là. Aucun n'avait demandé son intervention en urgence. La Peugeot 305 n'avait été vue nulle part. C'est à 22h que Henri avait découvert la lettre. Posée bien en évidence sur leur lit conjugal, une simple feuille blanche avec quelques lignes écrites de la main de Geneviève. « Je dois partir, ne me cherchez pas. Prenez soin des enfants, ils seront mieux sans moi. Je vous aime. » Aucune explication, aucune justification, aucun indice sur sa destination ou ses intentions. Henri avait d'abord refusé de croire à cette lettre. Sa femme n'était pas du genre à fuir ses responsabilités. Elle adorait ses enfants, parlait constamment de leurs projets d'avenir, de l'université que Thibaut pourrait intégrer, des cours de piano que Margot voulait commencer. Comment pouvait-elle simplement les abandonner? Il avait passé la nuit au téléphone, appelant tous leurs amis, la famille, les collègues de Geneviève. Personne n'avait eu de nouvelles. Personne n'avait remarqué de comportement alarmant. Le docteur Hébert avait bien mentionné que Geneviève semblait préoccupée ces dernières semaines, mais rien qui puisse laisser présager une telle décision. Le lendemain matin, Henri s'était rendu au commissariat de police de Reims pour signaler la disparition. L'inspecteur Jacques Lemoine, un homme d'expérience habitué aux affaires familiales, avait pris sa déposition avec un mélange de compassion et de pragmatisme.
Les cas de mères qui abandonnaient leur famille n'étaient pas si rares, même si celui-ci présentait quelques particularités troublantes. L'enquête de routine avait commencé immédiatement. La Peugeot de Geneviève avait été retrouvée le surlendemain dans le parking de la gare de l'Est à Paris, soigneusement garée et verrouillée. À l'intérieur, aucun signe de lutte, aucun indice particulier. Juste le sac à main de Geneviève, avec ses papiers d'identité, son carnet de chèques et environ 300 francs en liquide. Étrangement, ses cartes de crédit n'avaient pas été utilisées depuis sa disparition. Les relevés bancaires avaient révélé qu'au cours des semaines précédant sa disparition, Geneviève avait effectué plusieurs retraits d'espèces importants, totalisant près de 15 000 francs. Ces retraits avaient été effectués dans différentes banques de Reims et de la région parisienne, toujours en petites coupures, comme si elle avait voulu constituer une réserve sans attirer l'attention. L'inspecteur Lemoine avait interrogé tous les employés des laboratoires où Geneviève intervenait régulièrement. Tous avaient confirmé qu'elle était une professionnelle irréprochable, discrète et compétente. Certains avaient mentionné qu'elle posait parfois des questions sur les protocoles de recherche, mais toujours dans le cadre de son travail de vétérinaire superviseur. Rien de suspect, rien d'inhabituel. Au bout de 3 semaines d'enquête, les pistes s'étaient toutes révélées infructueuses. Geneviève Barbier semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Son dossier avait été classé parmi les disparitions volontaires, ces cas où un adulte décide de recommencer sa vie ailleurs, coupant tous les liens avec son passé. Pour la police, l'affaire était close même si elle restait techniquement ouverte. Henri avait dû faire face à la réalité. Il était désormais un père célibataire avec 2 enfants traumatisés qui ne comprenaient pas pourquoi leur mère était partie. Thibault, à 8 ans, posait constamment des questions auxquelles Henri ne savait pas répondre. Margot, plus jeune, se réveillait souvent la nuit en appelant sa maman. Les années qui ont suivi la disparition de Geneviève ont transformé la famille Barbier d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Henri, confronté à l'effondrement de son monde, avait pris la décision difficile de confier temporairement Thibault et Margot à sa mère, Madame Lucille Barbier, qui vivait dans une maison plus spacieuse rue du Barbâtre, près du parc de Champagne. Cette décision, bien que pratique, avait créé une nouvelle dynamique familiale complexe. Lucille Barbier, âgée de 68 ans en 1993, était une ancienne institutrice qui avait élevé 4 enfants. Elle possédait cette autorité naturelle des femmes de sa génération, mélangée à une tendresse profonde pour ses petits-enfants. Mais elle portait aussi en elle une amertume croissante envers sa belle-fille disparue. « Cette femme a détruit ma famille », répétait-elle souvent à ses voisines, Madame Petit et Madame Gérard, quand elle pensait que les enfants ne pouvaient pas l'entendre. Henri ne s'en remettra jamais, et ces pauvres petits grandissent en pensant que les mères abandonnent leurs enfants comme on abandonne des animaux perdus. Thibault, maintenant âgé de 9 ans, avait développé une maturité précoce qui inquiétait les adultes autour de lui. Il s'était mis à exceller à l'école, comme si les bonnes notes pouvaient combler le vide laissé par sa mère. Mais ses instituteurs avaient remarqué qu'il évitait soigneusement tous les sujets liés à la famille lors des rédactions. Quand ses camarades parlèrent de leur mère, il changeait de conversation ou s'isolait dans un coin de la cour de récréation. Margot, elle, avait réagi différemment. À 7 ans, elle avait commencé à inventer des histoires élaborées sur le retour imminent de sa mère. Maman est partie soigner des animaux très malades dans un pays lointain, racontait-elle à qui voulait l'entendre. Elle va revenir avec plein de cadeaux et d'histoires extraordinaires. Ces fantasmes, bien qu'inquiétants pour les adultes, semblaient l'aider à supporter l'absence. Henri, quant à lui, s'était progressivement enfermé dans un silence douloureux. Ses collègues du lycée Jean-Baptiste de La Salle avaient observé comment cet homme jadis souriant et engagé était devenu distant et mélancolique. Il continuait à enseigner avec compétence, mais il avait cessé de participer aux activités sociales, aux sorties entre collègues, aux événements organisés par l'établissement. Le dimanche après-midi, Henri venait chercher les enfants chez sa mère pour des sorties qui ressemblaient plus à des obligations qu'à des moments de plaisir. Ils allaient au cinéma-opéra ou se promenaient dans le parc de la Patte d'Oie,
Mais ces moments étaient marqués par une tristesse palpable que même les enfants ressentaient. En 1995, soit 2 ans après la disparition, Henri avait tenté de reconstruire la maison familiale avenue Jean Jaurès. Il avait repeint les murs, changé les meubles, supprimé toute trace visible de Geneviève. Mais cette démarche avait eu l'effet inverse de celui escompté. La maison, vidée de sa personnalité, était devenue encore plus lugubre. Thibault et Margot, qui venaient y passer quelques week-ends, la décrivaient comme une maison triste où personne ne rit jamais. Le docteur Michel Hébert, ancien collègue de Geneviève, avait essayé à plusieurs reprises de maintenir le contact avec Henri. Mais ces tentatives avaient révélé à quel point la disparition avait marqué toute la communauté vétérinaire de Reims. Henri ne supporte plus d'entendre parler du métier de sa femme, confiait-il à sa propre épouse. Dès que j'évoque un cas, un laboratoire, ou même un simple animal malade, je vois qu'il souffre. La clinique de Geneviève rue de Vesle avait été reprise par un jeune vétérinaire venu de Châlons-en-Champagne, le docteur Philippe Martel. Mais Madame Laurent, l'ancienne secrétaire, avait choisi de ne pas rester. « Je ne pouvais pas travailler dans ce cabinet sans penser à elle tous les jours », avait-elle expliqué à l'inspecteur Lemoine lors d'un de ses suivis de routine. Elle était si consciencieuse, si passionnée par son travail. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Au fil des années, plusieurs théories avaient circulé dans Reims sur les raisons de la disparition de Geneviève. Certains voisins évoquaient une dépression cachée. D'autres parlaient d'une liaison secrète avec un homme rencontré lors de ses déplacements professionnels. Madame Durand, qui habitait en face de chez les Barbiers avenue Jean Jaurès, était convaincue que Geneviève avait été victime d'un accident et que son corps n'avait jamais été retrouvé. En 1998, soit 5 ans après la disparition, un événement avait ravivé l'espoir et la douleur de la famille. Une femme correspondant au signalement de Geneviève avait été aperçue à la gare de Lyon à Paris par un contrôleur qui connaissait l'affaire. L'homme avait immédiatement contacté la police, et Henri avait fait le voyage jusqu'à Paris avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Mais l'identification s'était révélée erronée. La femme en question était une touriste belge qui ne ressemblait à Geneviève que de loin. Cette fausse alerte avait été particulièrement cruelle pour Thibault et Margot, maintenant âgés de 13 et 11 ans, qui avaient recommencé à espérer le retour de leur mère. C'est à cette époque que Margot avait commencé à poser des questions plus directes et plus difficiles sur sa mère. Pourquoi elle nous a laissés? Est-ce qu'on avait fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle nous aimait vraiment? Ces questions, posées avec l'innocence cruelle de l'enfance, torturaient Henri, qui ne savait comment y répondre sans détruire l'image que ses enfants gardèrent de leur mère. Thibault, devenu adolescent, avait développé une approche plus analytique de la situation. Il passait des heures à la bibliothèque municipale de Reims à lire des ouvrages sur la psychologie, essayant de comprendre ce qui pouvait pousser une mère à abandonner ses enfants. Il avait même commencé à tenir un journal où il notait tous ses souvenirs de Geneviève, comme s'il enquêtait sur sa propre mère. En 2000, Madame Lucille Barbier avait commencé à montrer des signes de fatigue. Élever 2 adolescents à son âge représentait un défi considérable, et elle avait suggéré à Henri qu'il était temps de reformer un vrai foyer familial. Henri avait alors pris la décision de vendre la maison avenue Jean Jaurès et d'emménager dans un appartement plus moderne, rue de l'Université, près du centre-ville. Ce déménagement avait marqué un tournant symbolique pour la famille. Pour la première fois depuis la disparition de Geneviève, Henri, Thibault et Margot vivaient ensemble de manière permanente. Mais cette cohabitation avait révélé à quel point ils étaient devenus des étrangers les uns pour les autres. Thibault, maintenant âgé de 15 ans, était devenu un jeune homme introverti et brillant, mais incapable d'exprimer ses émotions. Il excellait en mathématiques comme son père, mais évitait soigneusement toute conversation personnelle. Margot, à 13 ans, oscillait entre des moments de gaieté forcée et des périodes de mélancolie profonde où elle restait enfermée dans sa chambre pendant des heures. Henri, de son côté, avait vieilli prématurément. À 45 ans,
Cet homme qui avait été dans la fleur de l'âge au moment de la disparition de sa femme était devenu un quinquagénaire fatigué, portant le poids de 17 années de questions sans réponse. Il avait été promu directeur adjoint du lycée Jean-Baptiste de La Salle, mais cette reconnaissance professionnelle ne compensait en rien le vide de sa vie personnelle. Chaque 15 septembre, anniversaire de la disparition, la famille vivait une journée particulièrement difficile. Henri prenait congé, Thibaut et Margot séchaient de leurs cours, et ils passaient la journée ensemble dans un silence lourd, chacun perdu dans ses souvenirs et ses regrets. Ces journées de commémoration informelle étaient devenues un rituel douloureux qui soulignait l'absence permanente de Geneviève. En 2005, alors que Thibaut entamait ses études d'ingénieur à Paris et que Margot préparait son baccalauréat, Henri avait pris une décision qui avait surpris tout son entourage. Il avait commencé à consulter un psychologue, le docteur Catherine Moreau, pour tenter de comprendre et de surmonter le traumatisme de la disparition de sa femme. Ces séances de thérapie avaient révélé à quel point Henri s'était enfermé dans la culpabilité. Il se reprochait de ne pas avoir remarqué les signes de détresse de Geneviève, de ne pas avoir insisté quand elle semblait préoccupée, de ne pas avoir su créer un environnement où elle aurait pu se confier. Le docteur Moreau avait patiemment travaillé avec lui pour déconstruire ses sentiments destructeurs, mais le processus était long et difficile. C'est également à cette époque que Margot avait commencé à manifester un intérêt particulier pour la psychologie. Influencée par les consultations de son père et par sa propre quête de compréhension, elle avait choisi de s'orienter vers des études de psychologie à l'université de Reims. Son mémoire de licence, soutenu en 2008, portait sur l'impact psychologique des disparitions inexpliquées sur les familles, un sujet qu'elle connaissait malheureusement de l'intérieur. Thibaut, devenu ingénieur informatique, travaillait maintenant à Paris dans une entreprise de développement de logiciels. Il avait choisi délibérément un métier et une ville qui l'éloignaient des souvenirs douloureux de Reims. Ses visites à la famille s'étaient espacées, se limitant aux grandes occasions et aux anniversaires. Il avait construit sa vie adulte, en évitant soigneusement tout ce qui pouvait lui rappeler sa mère disparue. Le 18 mars 2010, soit presque 17 ans après la disparition de Geneviève, l'inspecteur Jacques Lemoine, maintenant proche de la retraite, supervisait une opération de numérisation des anciens dossiers au commissariat de Reims. Cette initiative, lancée par le ministère de l'Intérieur, visait à moderniser les archives policières et à libérer de l'espace dans les locaux. L'inspecteur Lemoine, qui avait gardé un souvenir particulièrement vif de l'affaire Barbier, avait insisté pour superviser personnellement la numérisation de ce dossier. Il se souvenait de Henri comme d'un homme brisé par la disparition de sa femme, et il avait toujours espéré secrètement que de nouveaux éléments pourraient un jour apporter des réponses à cette famille détruite. C'est sa collègue, l'inspectrice Claire Morin, nouvellement affectée au commissariat de Reims, qui avait fait la découverte. En scannant les documents du dossier Barbier, elle était tombée sur une chemise cartonnée qui avait été mal classée, probablement lors d'un précédent rangement dans les années 90. À l'intérieur de cette chemise se trouvaient 3 photographies en couleur, légèrement jaunies par le temps, avec un tampon au dos indiquant « Aéroport Charles de Gaulle, service de sécurité, 18 septembre 1993. Terminal 2. » Les photos montraient la zone de contrôle des passeports, avec plusieurs voyageurs en file d'attente. L'inspectrice Morin, qui ne connaissait pas l'affaire Barbier, avait failli reclasser ces photos sans y prêter attention. Mais l'inspecteur Lemoine, intrigué par la date qui correspondait exactement au jour suivant la disparition de Geneviève, avait examiné les clichés avec attention. C'est alors qu'il l'avait vue. Au centre de la deuxième photographie, une femme brune portant un manteau beige et tenant un sac de voyage. Le profil était parfaitement reconnaissable. C'était indiscutablement Geneviève Barbier. Mais ce qui rendait cette découverte encore plus troublante, c'était ce qu'elle tenait dans sa main droite. Un passeport qui, même sur la photo granuleuse, semblait différent du passeport français standard de l'époque.
L'inspecteur Lemoine avait immédiatement contacté le service de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle. Après vérification dans leurs archives, ils avaient confirmé que ces photos avaient été prises dans le cadre d'une surveillance de routine sur des suspicions de trafic de faux papiers. Une femme correspondant au signalement de Geneviève Barbier avait été brièvement interpellée le 18 septembre 1993, mais elle avait été relâchée après vérification de ses documents, qui s'étaient révélés en règle. Cependant, une note manuscrite dans le dossier de sécurité de l'aéroport précisait « Passeport belge récent émis 3 jours plus tôt à Bruxelles. Voyageuse nerveuse prétend se rendre en Suisse pour raisons professionnelles. Pas d'irrégularité constatée, mais comportement suspect. » Cette découverte bouleversait complètement la compréhension de la disparition de Geneviève. Elle n'avait pas disparu de manière impulsive ou dans un moment de dépression. Elle avait planifié sa fuite, obtenu de faux papiers belges et tenté de quitter le territoire français de manière organisée. Mais pourquoi? Et surtout, qui l'avait aidé à obtenir ces documents falsifiés? L'inspecteur Lemoine avait décidé de rouvrir officiellement l'enquête. Après 17 ans, de nouveaux moyens techniques étaient disponibles, et cette photo changeait fondamentalement la nature de l'affaire. Il ne s'agissait plus d'une simple disparition volontaire, mais potentiellement d'une fuite organisée, possiblement liée à des activités criminelles ou à des menaces extérieures. La réouverture de l'enquête avait créé un choc profond dans la famille Barbier. Henri, maintenant âgé de 54 ans et directeur adjoint du lycée Jean-Baptiste de La Salle, avait reçu l'appel de l'inspecteur Lemoine un mercredi matin de mars 2010. La nouvelle que sa femme avait été photographiée avec de faux papiers 3 jours après sa disparition avait fait ressurgir toute la douleur qu'il pensait avoir enfin maîtrisée. Thibault, devenu ingénieur informatique et travaillant à Paris, était rentré immédiatement à Reims en apprenant la nouvelle. À 25 ans, il avait construit sa vie en évitant soigneusement tout ce qui pouvait lui rappeler sa mère. Cette photo représentait un bouleversement qu'il n'était pas sûr de vouloir affronter. Margot, étudiante en psychologie à l'université de Reims et âgée de 23 ans, avait eu une réaction différente. Contrairement à son frère et à son père, elle avait toujours refusé d'accepter l'idée que leur mère les avait simplement abandonnés par égoïsme. Cette photo confirmait ses intuitions. Quelque chose de plus complexe s'était produit en 1993. L'inspecteur Lemoine avait organisé une réunion avec la famille pour leur expliquer les nouvelles orientations de l'enquête. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Reims, face à Henri, Thibault et Margot, il avait étalé sur la table tous les éléments du dossier. L'ancienne enquête, la photo de l'aéroport et les nouvelles pistes qu'il comptait explorer. Cette photo nous apprend que Madame Barbier n'a pas agi sur un coup de tête, avait expliqué l'inspecteur. Obtenir de faux papiers belges en 1993 demandait des contacts, de l'argent et surtout une préparation. Nous devons maintenant comprendre pourquoi elle ressentait le besoin de fuir et de qui ou de quoi elle fuyait. La première piste explorée avait été celle des laboratoires pharmaceutiques où Geneviève intervenait. L'inspecteur Lemoine et sa collègue Claire Morin s'étaient rendus dans les différents établissements de la région parisienne où Geneviève avait travaillé entre 1990 et 1993. Chez Pharmatech, un laboratoire situé à Créteil où Geneviève intervenait régulièrement, ils avaient rencontré le docteur Alain Vincent, ancien directeur des recherches. Maintenant retraité, l'homme avait conservé des souvenirs précis de Geneviève Barbier. C'était une vétérinaire exceptionnelle, avait-il déclaré, très consciencieuse, parfois même trop. Elle posait beaucoup de questions sur nos protocoles, vérifiait minutieusement les conditions de vie des animaux de laboratoire. Mais en approfondissant leurs questions, les inspecteurs avaient découvert que Geneviève avait eu plusieurs confrontations avec la direction de Pharmatech au cours de l'été 1993. Le docteur Vincent avait admis avec réticence qu'elle avait contesté certaines procédures qu'elle jugeait contraires au bien-être animal. Elle affirmait que certains de nos protocoles expérimentaux dépassaient les limites autorisées, avait-il expliqué.
Nous avons eu plusieurs réunions houleuses à ce sujet. Madame Barbier menaçait de signaler nos pratiques aux autorités de contrôle si nous ne modifions pas nos méthodes. Cette révélation avait ouvert une nouvelle perspective sur les derniers mois de Geneviève à Reims. L'inspectrice Morin avait entrepris de reconstituer chronologiquement tous ses déplacements professionnels entre janvier et septembre 1993. Un travail minutieux qui avait révélé un schéma troublant. Entre juin et août 1993, Geneviève avait visité pas moins de 5 laboratoires différents, tous spécialisés dans les tests pharmaceutiques sur animaux. Dans chacun de ces établissements, elle avait soulevé des questions similaires sur le respect des protocoles de bien-être animal. Plusieurs responsables avaient confirmé qu'elle semblait anormalement préoccupée par ces questions. Le docteur Michel Hébert, interrogé à nouveau après toutes ces années, avait fourni des détails cruciaux sur l'état d'esprit de Geneviève durant cette période. Elle m'avait dit qu'elle découvrait des choses troublantes dans certains laboratoires, avait-il révélé. Elle parlait d'expériences non déclarées, de souffrances animales dissimulées aux inspections officielles. Je pensais qu'elle exagérait, que son amour des animaux la rendait trop sensible. Mais Geneviève était allée plus loin dans ses démarches. L'enquête avait révélé qu'elle avait pris contact en août 1993 avec l'Association française pour la protection des animaux de laboratoire, une organisation qui militait pour des réglementations plus strictes dans le domaine de l'expérimentation animale. Madame Françoise Delorme, présidente de cette association à l'époque, se souvenait parfaitement de Geneviève Barbier. Elle était venue me voir avec des documents photographiques montrant des conditions de détention inacceptables dans plusieurs laboratoires, avait-elle déclaré aux inspecteurs. Elle affirmait avoir des preuves d'expérience non autorisées, menées en violation des protocoles européens de protection animale. Selon Madame Delorme, Geneviève préparait un dossier complet qu'elle comptait transmettre aux autorités sanitaires nationales et européennes. Elle était déterminée à faire éclater ce qu'elle appelait un scandale de torture scientifique organisée, avait précisé la militante. Mais le plus troublant dans cette révélation était que Madame Delorme n'avait jamais reçu le dossier promis par Geneviève. Leur dernière conversation téléphonique avait eu lieu le 12 septembre 1993, soit 3 jours avant la disparition. Geneviève avait semblé inquiète, parlant de pression qu'elle subissait et de personnes influentes qui tentaient de l'empêcher de révéler la vérité. Cette piste avait conduit les inspecteurs à explorer les connexions politiques et financières des laboratoires en question. En 1993, l'industrie pharmaceutique française était en pleine expansion, bénéficiant de contrats gouvernementaux importants et de relations étroites avec les milieux politiques. L'inspectrice Morin avait découvert que plusieurs des laboratoires où Geneviève avait travaillé étaient liés à un même groupe financier, dirigé par un homme d'affaires influent de l'époque, M. Bernard Castellien. Cet homme, maintenant décédé, avait eu des liens étroits avec plusieurs ministres de la Santé et de la Recherche des années 90. Plus troublant encore, l'enquête avait révélé que M. Castellin était lui-même propriétaire d'une société de sécurité privée, Securitas France, qui s'occupait notamment de la protection des intérêts commerciaux de ses clients. Cette société avait eu, selon les archives retrouvées, plusieurs contrats avec les laboratoires pharmaceutiques pour gérer les problèmes de personnel et protéger la confidentialité des recherches. En croisant ces informations avec les relevés téléphoniques de Geneviève des semaines précédant sa disparition, l'inspectrice Morin avait fait une découverte glaçante. Le 11 septembre 1993, soit 4 jours avant sa disparition, Geneviève avait reçu un appel de 15 minutes depuis un numéro enregistré au nom de Securitas France. Le même numéro l'avait rappelé le 13 septembre, la veille de son départ chez sa belle-mère avec les enfants. Cette révélation changeait complètement la perspective sur les derniers jours de Geneviève à Reims. Elle n'avait pas pris la décision de partir sur un coup de tête. Elle avait été contactée, probablement menacée, par des personnes liées au laboratoire qu'elle s'apprêtait à dénoncer.
Sa fuite n'était pas un abandon, mais une stratégie de survie. L'enquête avait pris une tournure dramatique quand l'inspectrice Morin avait réussi à retrouver un ancien employé de Securitas France, monsieur Jean-Claude Dufresne, maintenant âgé de 68 ans et vivant dans une maison de retraite à Troyes. L'homme, atteint d'un cancer en phase terminale, avait accepté de parler aux enquêteurs, apparemment soulagé de pouvoir enfin révéler des secrets qu'il portait depuis 17 ans. Monsieur Castellin nous avait donné l'ordre de surveiller cette vétérinaire, avait-il avoué dans un souffle difficile. Elle fouinait trop dans les laboratoires, posait des questions embarrassantes. Elle avait photographié des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir. Selon Dufresne, Geneviève avait découvert dans les laboratoires de Pharmatech et de 2 autres établissements des expériences menées en dehors de tout protocole officiel. Ces recherches, financées par des contrats gouvernementaux secrets, testaient des substances chimiques sur des animaux dans des conditions qui violaient non seulement les lois françaises, mais également les conventions européennes sur la protection animale. Elle avait des photos des cages, des animaux mutilés, des documents prouvant que les rapports officiels étaient falsifiés, avait continué l'ancien agent de sécurité. Monsieur Castellin était panique. Ces contrats représentaient des millions de francs pour ses laboratoires, et plusieurs politiciens importants étaient impliqués dans l'autorisation de ces recherches. Le plan pour faire taire Geneviève avait été élaboré avec une précision militaire. L'équipe de Securitas France avait d'abord tenté de l'intimider par des appels téléphoniques anonymes, puis par des surveillances ostentatoires autour de sa maison avenue Jean Jaurès. Mais Geneviève, loin de se laisser impressionner, avait accéléré ses démarches pour constituer son dossier de dénonciation. Le 11 septembre, on lui a proposé un marché, avait révélé Dufresne, une somme importante pour qu'elle se taise et continue son travail normalement. Elle a refusé catégoriquement. C'est là qu'on lui a fait comprendre que ses enfants pouvaient avoir des accidents. Cette menace contre Thibault et Margot avait été le déclic pour Geneviève. En 2 jours, elle avait mis en place un plan d'évasion avec l'aide d'un réseau de protection de témoins géré par une organisation non gouvernementale spécialisée dans la défense des lanceurs d'alerte. Cette organisation, Témoins Protégés Europe, opérait depuis Bruxelles et avait l'habitude de faire disparaître des personnes menacées pour avoir dénoncé des crimes d'État ou de grandes entreprises. Elle nous a contactés le 13 septembre au soir, avait confirmé Madame Elisabeth Fontaine, ancienne coordinatrice de Témoins Protégés Europe, interrogée par vidéoconférence depuis la Belgique. Elle était terrifiée, parlait de menaces contre ses enfants. Nous avons activé notre procédure d'urgence. L'organisation avait fourni à Geneviève un passeport belge authentique, mais établi sous une fausse identité, Marie-Claire Lemercier, ainsi qu'un plan d'évasion précis. Elle devait se rendre à Paris par ses propres moyens, laisser sa voiture gare de l'Est comme l'heure, puis se diriger vers l'aéroport Charles de Gaulle, en transport en commun pour prendre un vol vers la Suisse. Le matin du 15 septembre, après avoir accompagné ses enfants à l'école une dernière fois, Geneviève était rentrée chez elle pour récupérer le dossier qu'elle avait constitué sur les laboratoires. Ce dossier, caché dans une boîte étanche sous la cave de sa maison avenue Jean Jaurès, contenait plus de 200 photographies, des copies de documents internes et des témoignages enregistrés d'employés de laboratoire. Mais Geneviève avait commis une erreur fatale. En quittant sa maison vers 11 heures du matin, elle n'avait pas remarqué la voiture banalisée de Securitas France, qui la surveillait depuis plusieurs jours. L'équipe dirigée par Dufresne l'avait suivie jusqu'à Paris, alertant par radio leur réseau à l'aéroport Charles de Gaulle. On avait des contacts dans la sécurité aéroportuaire, avait admis Dufresne. L'idée était de la faire arrêter pour faux papiers, puis de récupérer discrètement son dossier pendant qu'elle était en garde à vue. Mais Geneviève, formée par Témoins Protégés Europe aux techniques de contre-surveillance, avait réussi à se débarrasser du dossier avant d'arriver à l'aéroport. Les photos prises par la sécurité montraient effectivement son expression de terreur, mais aussi sa détermination. Elle savait qu'elle était suivie, mais elle avait réussi à faire parvenir son dossier à destination. C'est à ce moment de l'enquête que l'inspecteur Lemoine avait pris contact avec les autorités suisses.
Le vol que Geneviève avait pris le 18 septembre 1993 l'avait effectivement menée à Genève, où elle avait été prise en charge par une autre cellule de témoins protégés Europe. Madame Lemercier, c'est le nom qu'elle utilisait, a vécu à Genève de septembre 1993 à janvier 1994, avait confirmé l'inspecteur suisse Hans Müller. Elle était dans un programme de protection, sous surveillance constante pour sa sécurité. Pendant ces 4 mois en Suisse, Geneviève avait travaillé avec des journalistes d'investigation et des représentants d'organisations européennes de protection animale pour préparer la révélation publique du scandale qu'elle avait découvert. Son dossier avait été analysé, vérifié, complété par d'autres témoignages. Mais en janvier 1994, Securitas France avait réussi à localiser Geneviève à Genève. Une tentative d'enlèvement avait été déjouée de justesse par la police suisse, mais l'incident avait convaincu Témoins Protégés Europe qu'il fallait déplacer Geneviève vers un endroit plus sûr. Nous l'avons fait partir vers le Canada, avait révélé Madame Fontaine. Nouvelle identité, nouveau pays. Elle s'appelait désormais Catherine Dubois et vivait à Montréal. Cette révélation avait été un choc pour Henri, Thibault et Margot. Leur épouse et mère étaient vivantes, quelque part au Canada, depuis 17 ans. Elle n'avait pas choisi de les abandonner, mais avait été contrainte de disparaître pour les protéger des représailles de personnes sans scrupules. Le plus tragique, avait continué Madame Fontaine, c'est qu'elle nous demandait régulièrement des nouvelles de sa famille. Nous maintenions une surveillance discrète sur vous tous pour nous assurer que vous n'étiez pas menacés. Elle savait que Thibault était devenu ingénieur, que Margot étudiait la psychologie, que Henri avait été promu directeur adjoint. Elle était fière de vous tous, mais terrifiée à l'idée qu'un contact puisse vous mettre en danger. Le dossier constitué par Geneviève avait finalement été publié en 1995 par une coalition d'organisations européennes de protection animale. Le scandale avait éclaté, entraînant la fermeture de plusieurs laboratoires, des poursuites judiciaires contre des responsables politiques et la chute de l'empire financier de Bernard Castelin. Mais pour éviter que Geneviève soit identifiée comme la source des révélations, l'enquête officielle avait été attribuée à un journaliste allemand qui avait accepté de servir de prête-nom. Geneviève était restée dans l'ombre, protégée par son anonymat, mais condamnée à l'exil permanent. La révélation de la vérité avait plongé la famille Barbier dans un mélange de soulagement, de colère et de tristesse profonde. Henri, après 17 ans de culpabilité et de questions sans réponse, découvrait que sa femme était une héroïne qui avait sacrifié sa famille pour protéger des milliers d'animaux de laboratoire et exposer un scandale d'État. Thibault, maintenant âgé de 25 ans, avait eu la réaction la plus violente. « 17 years », avait-il dit en anglais, la langue qu'il utilisait quand il était trop ému pour s'exprimer en français. 17 ans à penser que notre mère nous avait abandonnés par égoïsme, alors qu'elle nous protégeait. Margot, formée par ses études de psychologie à analyser les traumatismes familiaux, avait mieux compris la complexité de la situation. Elle a choisi de nous sauver plutôt que de rester avec nous, avait-elle analysé. C'est le sacrifice ultime d'une mère. L'inspecteur Lemoine, avec l'aide des autorités canadiennes et de Témoins Protégés Europe, avait établi un contact sécurisé avec Geneviève à Montréal. La conversation téléphonique, organisée le 10 mai 2010 dans les locaux du commissariat de Reims, avait été l'un des moments les plus émouvants de toute l'enquête. « Henri, c'est vraiment toi », avaient été les premiers mots de Geneviève après 17 ans de silence. Sa voix, légèrement changée par les années et l'accent québécois qu'elle avait adopté, était néanmoins immédiatement reconnaissable. Henri, incapable de parler pendant plusieurs minutes, avait fini par articuler « Pourquoi tu ne nous as pas dit? Nous aurions pu partir tous ensemble. Ils m'ont dit qu'ils vous tueraient si je parlais », avait répondu Geneviève en sanglotant. Ils avaient des photos de Thibault sortant de l'école, de Margot jouant dans le jardin. Je ne pouvais pas prendre ce risque. La conversation avait duré 2 heures, pendant lesquelles chaque membre de la famille avait pu parler à Geneviève. Thibault,
lui avait raconté ses études d'ingénieur, son travail à Paris, sa difficulté à faire confiance aux femmes depuis sa disparition. Margot lui avait parlé de ses recherches en psychologie, de son mémoire sur les familles de disparus, de sa compréhension progressive de ce qui s'était passé. Geneviève, de son côté, avait expliqué sa nouvelle vie à Montréal. Elle travaillait dans une clinique vétérinaire sous l'identité de Catherine Dubois, s'occupait principalement d'animaux domestiques, évitait soigneusement tout ce qui pouvait la ramener au domaine de la recherche pharmaceutique. Elle vivait seule dans un petit appartement du quartier de Rosemont, n'avait jamais refait sa vie sentimentale, consacrait ses week-ends au bénévolat dans des refuges pour animaux. « Pas un jour ne passe sans que je pense à vous », avait-elle confié. « J'ai vos photos d'école primaire dans mon portefeuille, je n'ai jamais pu me résoudre à les jeter. Je rêve de vous revoir, mais j'ai tellement peur que ma présence vous mette encore en danger. » L'inspecteur Lemoine avait rassuré Geneviève sur ce point. Bernard Castellin était mort en 2002. Sa société de sécurité avait été dissoute, et la plupart des personnes impliquées dans le scandale des laboratoires étaient soit décédées, soit en prison. Le danger qui avait justifié sa fuite n'existait plus. 3 mois plus tard, le 15 septembre 2010, exactement 17 ans après sa disparition, Geneviève Barbier foulait à nouveau le sol français. L'aéroport Charles de Gaulle, théâtre de sa fuite dramatique en 1993, était devenu le lieu de ses retrouvailles avec sa famille. Henri, Thibault et Margot l'attendaient dans la zone d'arrivée, tenant une pancarte avec le nom Catherine Dubois pour respecter les dernières consignes de sécurité. Quand Geneviève était apparue, ses cheveux maintenant grisonnants, son visage marqué par 17 années d'exil, mais son sourire intact, l'émotion avait été indescriptible. Les retrouvailles avaient été difficiles. 17 ans d'absence ne s'effacent pas en quelques jours. Thibault et Margot avaient grandi sans leur mère, développé leur personnalité en son absence, construit leur vision du monde sans ses conseils. Henri était devenu un homme différent, marqué par des années de solitude et d'incompréhension. Geneviève, de son côté, découvrait ses enfants devenus adultes, des personnes qu'elle ne connaissait plus vraiment. Thibault, cet enfant curieux de 8 ans qu'elle avait laissé, était maintenant un homme réservé et brillant, mais méfiant envers les relations affectives. Margot, sa petite fille de 6 ans qui inventait des histoires, était devenue une jeune femme intelligente et empathique, mais portant encore les cicatrices de l'abandon maternel. La reconstruction familiale avait pris des mois. Des séances de thérapie familiale avec le docteur Catherine Moreau, des conversations difficiles sur les choix du passé, des efforts pour comprendre et pardonner de part et d'autre. Geneviève avait dû accepter qu'elle ne pourrait jamais rattraper les années perdues, que ses enfants avaient grandi sans elle et porteraient toujours cette blessure. Mais progressivement, une nouvelle dynamique familiale s'était établie. Geneviève s'était installée dans un petit appartement rue Gambetta à Reims, assez proche pour maintenir le contact, assez éloigné pour respecter l'autonomie de chacun. Elle avait repris son travail de vétérinaire, cette fois en se limitant strictement aux animaux domestiques, refusant catégoriquement tout contact avec l'industrie pharmaceutique. Henri et Geneviève avaient divorcé à l'amiable en 2011, reconnaissant que 17 ans d'absence avaient créé un fossé impossible à combler entre eux. Ils restaient en bons termes, unis par leur amour partagé pour Thibault et Margot, mais leur vie avait pris des directions trop différentes pour envisager une réconciliation conjugale. Thibault avait mis plus de temps à accepter le retour de sa mère. La colère accumulée pendant des années ne s'était pas dissipée immédiatement, malgré la compréhension des circonstances. Il avait fallu des mois de conversation, de thérapie, et surtout l'intervention de Margot, pour qu'il accepte de reconstruire une relation avec Geneviève. Margot, paradoxalement, s'était adaptée le plus facilement. Ses études de psychologie lui avaient donné les clés pour comprendre le traumatisme de sa mère, la complexité de ses choix et l'impact de cette disparition sur toute la famille. Elle était devenue, d'une certaine manière, la médiatrice entre tous les membres de la famille.
En 2012, la famille Barbier avait organisé une cérémonie privée dans le petit cimetière de Reims, où reposaient les grands-parents de Geneviève. Non pas des funérailles, mais une célébration de la résurrection de leur mère et épouse, un moment symbolique pour tourner définitivement la page de ces 17 années de souffrance. Aujourd'hui, en 2025, Geneviève a 63 ans. Elle continue à exercer comme vétérinaire à Reims, s'est spécialisée dans le sauvetage d'animaux abandonnés et milite discrètement pour la protection animale. Thibaut, maintenant marié et père de 2 enfants, a appris à faire confiance à nouveau et entretient une relation cordiale avec sa mère. Margot, devenue psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, aide d'autres familles à surmonter des épreuves similaires. Henri, quant à lui, a pris sa retraite anticipée en 2015 et consacre son temps à l'écriture. Il rédige ses mémoires, racontant cette histoire extraordinaire d'une famille détruite puis reconstruite par le courage d'une femme qui a choisi de sacrifier son bonheur personnel pour protéger ceux qu'elle aimait. Le dossier constitué par Geneviève en 1993 est devenu une référence dans la lutte pour la protection des animaux de laboratoire. Plusieurs lois européennes ont été adoptées en s'inspirant de ces révélations, et son nom figure discrètement dans l'histoire des grands lanceurs d'alerte du XXe siècle. Mais pour Geneviève, la plus belle récompense reste les dimanches familiaux dans la maison de Margot, quand elle peut enfin jouer avec ses petits-enfants et rattraper peu à peu tout le temps perdu. Ces moments simples, qu'elle avait cru perdus à jamais en 1993, donnent un sens à tous les sacrifices qu'elle a consentis. Cette histoire nous montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses et comment des actes qui semblent inexcusables peuvent cacher des sacrifices héroïques. Geneviève Barbier a payé le prix le plus élevé qu'une mère puisse payer, l'exil volontaire de sa famille pour la protéger. Son courage a non seulement sauvé des milliers d'animaux de laboratoire, mais a également contribué à faire évoluer la législation européenne sur la protection animale. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Auriez-vous fait le même choix que Geneviève? Avez-vous remarqué les indices qui montraient que sa disparition n'était pas un simple abandon? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a ému et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères familiaux et aux histoires de courage ordinaire. Parfois, les héros sont plus proches de nous qu'on ne le pense.